Je commence en disant que la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres est située à Tiohtià:ke, connu comme Montréal, un territoire autochtone qui n'a jamais été cédé et dont la nation Kanien'kehá:ka est la gardienne. Alors, je suis titulaire de cette chaire, mais aussi chercheur régulier au Centre de recherche sur les problèmes conjugaux et l'agression sexuelle, le CRIPCAS, dont les activités sont centrées sur les traumas interpersonnels, leurs sources, leurs conséquences et les interventions associées. Alors, en 1998, Matthew Shepard, un jeune homme gay du Wyoming, est retrouvé attaché à cette clôture après avoir été torturé et laissé pour mort. Alors, des meurtres comme ça, il y en avait eu avant. Il y allait en avoir d'autres, mais on avait pratiquement le même âge et c'est la première fois que je me suis demandé si ce jeune homme gay mort, qui faisait les manchettes à travers le monde, serait pas pu être moi. Alors, je pense qu'on a été une génération, en fait, j'aime bien se poser cette question. On pourrait dire que c'est les États-Unis, mais ça ne suffirait pas et on se tromperait. Alors, chaque génération, évidemment, dans chaque communauté, a des références comme celle-là, quand ce n'est pas des expériences directes, ici comme ailleurs. Alors, évidemment, ce n'est pas spécifique aux personnes LGBTQ+, mais c'est de ces personnes dont je vais vous parler aujourd'hui. Je ne parle pas en leur nom, évidemment, je ne prétendrai pas non plus qu'il s'agit d'un groupe homogène, mais je veux rendre visible auprès de vous les violences que la recherche documente ou intuitionne pour certaines formes chez elles. Alors, je vais vous dire que cette présentation contient des mots durs, que cette présentation contient des images difficiles à voir. Elles sont concentrées dans les 2 diapositives qui viennent. Alors, si vous voulez détourner le regard, vous le pouvez. Je vous informerai quand je passerai au diapo de texte. Je disais donc que détourner notre regard et croire que ça ne se passe qu'ailleurs, ce serait une erreur. Alors, en 2015, Mathieu Grégoire. En 2016, Sébastien Simon, un couple qui s'embrassait. En 2017, une agression suivant une marche pour la défense des droits des personnes trans. En 2018, un couple de femmes, Daniel Langto et sa conjointe, sont attaqués au centre-ville de Calgary. En 2019, Marc-Antoine Lynch-Boisvert et Alex James, son conjoint, sont poursuivis et battus par 3 hommes alors qu'ils quittent un bar de la Malbaie. En 2019, des jeunes hommes insultent une femme trans non identifiée, filment la scène, la diffusent sur Twitter. En 2019, à Toronto, la militante trans Julie Berman est victime d'un homicide. En 2021, à Montréal, un couple de femmes non identifiées serait craché dessus par un homme. Alors, ça, c'est ce qu'on a pu trouver comme en 10 minutes de recherche. Alors, je vous laisse imaginer combien on trouve d'exemples comme ceux-là quand on y passe plus de temps. Alors, maintenant, ces images sont terminées, donc plus de visages tuméfiés. Alors, il est clair que les personnes LGBTQ, je dirais parfois LGBTQI, vous verrez pourquoi, sont plus nombreuses que la population générale à être la cible d'une diversité de formes de violence. Alors, ces violences, elles ne sont pas toujours directement sexuelles. Donc, ce n'est pas toujours du harcèlement sexuel, ce n'est pas toujours des agressions sexuelles ou des viols. Pourtant, elles ont toujours un caractère sexuel ou genré. Parce qu'elles prennent pour cible l'orientation sexuelle des personnes, elles prennent pour cible leur identité de genre, leur modalité de genre, le fait d'avoir une identité de genre qui correspond ou non à son sexe à l'assigné à la naissance. Elles prennent parfois pour cible souvent même leur expression de genre, qui est considérée plus ou moins conforme à des stéréotypes traditionnels de genre. Ou encore, on peut penser à leurs caractéristiques sexuelles si on pense aux personnes intersexes. J'aurais pu me concentrer aujourd'hui sur une forme de violence spécifique et vous présenter les caractéristiques des victimes, celles des auteurs, celles des contextes. J'ai choisi une autre approche qui est de vous présenter l'éventail le plus large possible des formes de violence auxquelles sont exposées les personnes LGBTQI. Le faire exhaustivement aurait certainement pris plus de temps que j'en ai aujourd'hui, donc vous me pardonnerez. Mais je vais essayer de vous tracer un portrait vaste pour essentiellement me concentrer ensuite sur les racines de ces violences. Alors, avec Sweeney, on peut dégager 4 grandes catégories de violences et c'est ces classifications que je vais utiliser pour vous parler aujourd'hui. Donc, les formes courantes commises par des individus, les formes familiales ou communautaires, les formes politiques,
celles qui sont déployées par les réseaux criminels organisés, comme la prostitution forcée, le trafic ou l'esclavage sexuel. Alors, quand on pense aux formes individuelles, donc, elle réfère bien sûr à l'agression sexuelle dans l'enfance comme à l'âge adulte, au viol, au harcèlement, à l'intimidation, au crime haineux. Je vais vous donner quelques statistiques, mais vous allez voir rapidement que les tendances sont claires et je vais y revenir également vers la fin de cette présentation. Alors d'abord, je vais vous dire que je vais citer chaque fois que c'est possible des méta-analyses ou des données populationnelles parce que ce sont celles qui nous permettent d'établir avec le plus de robustesse ces résultats. Alors, une méta-analyse de 2011 a montré que les personnes LGBTQ+, avaient 3,9 fois plus de victimes d'agressions sexuelles parmi elles que les personnes de la population générale. Une autre méta-analyse de 2012 montre qu'elles sont aussi plus susceptibles d'avoir vécu du harcèlement sexuel, des agressions sexuelles, incluant dans leur famille. Une autre méta-analyse, publiée cette fois-ci en 2020, confirme cette surreprésentation des jeunes LGBTQ parmi les victimes, cette fois en milieu scolaire. 14% des jeunes LGBTQ rapportent avoir subi à l'école secondaire, dans des dizaines d'études à travers le monde, du harcèlement sexuel ou une agression sexuelle en contexte scolaire. Au Québec, toujours en contexte secondaire, l'enquête québécoise sur les parcours amoureux des jeunes, réalisée entre 2011 et 2013, auprès de plus de 8000 jeunes dans 34 écoles secondaires du Québec, et d'un sous-groupe recruté dans les communautés LGBTQ+, montrait que 31% des jeunes de minorité sexuelle rapportaient avoir subi des attouchements sexuels non désirés au cours de leur vie, et 23% des tentatives de pénétration ou des pénétrations non consenties durant leur vie, non exclusivement à l'école. Quand on pense à la victimisation sexuelle à l'université, je pense que la majorité d'entre nous avons entendu parler de l'enquête SIMU, donc conduite par des collègues, dont Mme Bergeron, en fait, qui a dirigé cette étude. Cette enquête confirmait que les personnes trans sont significativement plus nombreuses que les hommes cisgenres, donc non trans, à avoir vécu du harcèlement sexuel et des comportements sexuels non désirés, incluant des comportements avec contact. Statistique Canada, en 2018, nous apprenait que dans la population canadienne, une personne de minorité sexuelle sur 3 avait fait l'objet de commentaires non désirés en public au sujet de son sexe, de son genre, de son orientation sexuelle. 36% des Canadiens et Canadiennes de minorité sexuelle contre 15% des Canadiens et Canadiennes hétérosexuels avaient subi des attentions sexuelles non désirées, des commentaires, des gestes, du langage corporel, des sifflements, des interpellations, ce qu'on peut appeler aussi du harcèlement de rue. Alors, ces comportements demeurent le comportement le plus souvent subi par les femmes de minorité sexuelle, 52%, ce que rapportait par ailleurs 24% des femmes hétérosexuelles. Donc, ici encore, on voit cette surreprésentation. Les crimes haineux, c'est un autre exemple de violences commises par des individus. Alors, 10% des crimes haineux étaient motivés par la haine de l'orientation sexuelle au Canada, en 2017 et en 2018, pour un nombre absolu en 2017 de 204 et en 2018 de 173. Quand on divise, en fait, les sous-groupes LGBT qui étaient concernés, à travers des données américaines, en fait, Statistique Canada l'a pas fait. Ce qu'on constate, c'est que les hommes gays tendent à être les plus fréquemment touchés, mais ces données, elles excluent essentiellement les personnes trans. Parce que quand on tient compte des personnes trans et qu'on mesure ces formes de violence vécues, les personnes trans sont celles qui en rapportent probablement le plus, mais là, c'est vraiment ce que les données permettent d'intuitionner sans, pour l'instant, encore pouvoir l'établir, parce que les mesures présentement à Statistique Canada pour capter la modalité de genre, ou en fait le fait d'être une personne cis ou trans, ne sont pas au point. Alors, les crimes haineux, il faut aussi parler des homicides. Les données sont évidemment plus difficiles à colliger parce que les coronaires
questionne pas toujours l'orientation sexuelle ou la modalité de genre des victimes. Donc, c'est pas toujours possible de déterminer s'il y avait une motivation anti-LGBT claire. Néanmoins, on estime qu'une personne transgenre est tuée à chaque 3 jours dans le monde. Et ces victimes partagent les points communs suivants. La racialisation, l'ethnicité, et on voit le racisme à l'œuvre. Une identité de genre ou une expression de genre féminine, et on voit la misogynie à l'œuvre. Elles sont en grande majorité pauvres, et leur attaque partage les caractéristiques d'une violence extrême. De multiples coups de couteau, des tirs, du matraquage qui souvent se poursuivent après même la mort de la victime. Il y a aussi des formes familiales et communautaires de violence sexuelle, non sexuelle, mais qui touchent les personnes LGBT, notamment les viols LGBT-phobes ou anti-LGBT, maladroitement appelé correctif pour marquer le fait qu'il vise à corriger une orientation sexuelle considérée diabolique, pathologique ou criminelle, ou une expression de genre non conforme aux attentes culturelles. Alors, sa prévalence est difficile à estimer, mais le viol de femmes considérées lesbiennes ou trop masculines, selon les codes culturels en vigueur, fait régulièrement les manchettes. Et on l'associe à une performance de la masculinité hétérosexuelle chez les agresseurs. Alors, ces pratiques surviennent aussi de manière structurée dans les camps de conversion de l'orientation sexuelle de l'identité de genre, qui incluent parfois dans leur protocole des rapports sexuels forcés avec des personnes de sexe différent. Ça m'amène à la question des thérapies de conversion, où une étude américaine publiée en 2019 du Trevor Project a montré que 2 jeunes sur 3, âgés de 13 à 24 ans aux États-Unis, ont déclaré que quelqu'un avait essayé de les convaincre de changer leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. 14% des personnes trans aux États-Unis ont déclaré avoir été exposées au cours de leur vie à des efforts de conversion de leur identité sexuelle. On verra que ces chiffres sont plus élevés dans d'autres enquêtes. L'enquête canadienne SexNow, chez des hommes gays, bisexuels, trans, bispirituels ou queer, a estimé que 20% de ces hommes ont été exposés à des efforts de conversion. Et au Québec, l'enquête LGBTQ+, lancée par Lynn Chamberlain, que je co-dirige maintenant avec Isabelle Côté, a révélé qu'une personne LGBTQ+, sur 4 avait été exposée à de tels efforts et 5% d'entre elles ont été en contact direct avec des services qui visaient la conversion de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. L'une des stratégies, j'ai déjà parlé donc des viols LGBT-phobes, donc c'est une des stratégies de la conversion, en fait, qu'elle soit formalisée ou non. Une autre stratégie, c'est le mariage forcé. Donc, on a peu de littérature sur ce phénomène. Pourtant, plusieurs rapports soulignent les pressions fortes à se marier et à avoir des enfants pour éliminer les soupçons d'homosexualité. Donc, ce qui inclut le mariage forcé. Ces mariages s'accompagnent malheureusement souvent de violences de la famille élargie ou de violences conjugales, incluant le viol conjugal, pour maintenir la partenaire en place dans un contexte où le divorce est prohibé ou impossible. L'unité de surveillance du mariage forcé en Grande-Bretagne rapporte que chez les demandeuses et les demandeurs d'asile, on estime par exemple à 2% le nombre de victimes de mariage forcé en Grande-Bretagne qui étaient des personnes LGBTQ+. Et enfin, il y a aussi les crimes d'honneur. Donc, là aussi, c'est des données plus anecdotiques, plus difficiles à recenser, mais les personnes LGBTQ+, sont aussi les victimes de crimes d'honneur. Donc, ils vont du vitriolage à l'immolation au meurtre, qui sont des pratiques considérées comme visant le renforcement de l'hétéronormativité. Je veux aussi parler des chirurgies non consenties. Si on pense par exemple aux personnes intersexes, qui sont des chirurgies demandées par la famille, qui incluent parfois souvent des pressions du système médical donc pour normaliser l'apparence des organes génitaux des enfants intersexes. Évidemment, on exclut ici les pratiques qui visent à sauver des vies, là. Il faut savoir, en fait, on a cité précédemment l'article 268 du Code criminel du Canada. En fait, il faut aussi dire qu'il exclut les cas d'opérations chirurgicales pratiquées par une personne qui a le droit d'exercer la médecine. Et donc, c'est tout un enjeu important, en fait, parce que ça se fait souvent à un âge où il n'y a pas de capacité de consentir. Donc, les parents consentent à cette normalisation.
et les enfants sont incapables de le faire. Donc, c'est un exemple des différentes formes de familiales, en fait, qui peuvent prendre place. Il y a aussi des formes politiques. Alors, quand on pense à ces formes politiques, on peut parler de l'obligation des chirurgies génitales et de la stérilisation pour la reconnaissance du genre des personnes qui demandent un changement de leur mention de sexe à l'état civil. Alors, cette obligation, en fait, cette obligation de subir une intervention médicale ou chirurgicale a été élevée au Québec en 2015, si je ne m'abuse. Néanmoins, on continue d'assigner des bébés à un sexe à la naissance, même en présence de variations des caractéristiques sexuelles, comme chez les personnes intersexes. Une obligation que la Cour supérieure du Québec, en droit de la personne, n'a pas annulée dans son jugement récent de 2021, dont vous avez peut-être entendu parler. D'autres formes politiques de discipline des corps et des personnes LGBTQ+ existent. Par exemple, chez les personnes transgenres, il y a le contrôle de la possibilité d'affirmer son genre, qui a pris plusieurs formes. L'interdiction de porter des vêtements de l'autre sexe dans des lieux publics. La date où ça a été levé, en fait, cette interdiction m'échappe malheureusement en ce moment. Il y a aussi un contrôle serré, encore aujourd'hui, du parcours d'affirmation de genre, avec l'assujettissement au jugement des professionnels de la santé qui doivent décider de l'authenticité du genre des personnes. Il y a un contrôle de l'accès aux services de transition, que ce soit en donnant le pouvoir aux professionnels ou en couvrant pas les coûts de soins de santé. Les personnes LGBTQ+, ont aussi été arrêtées, emprisonnées arbitrairement pendant l'histoire. Ce n'est plus le cas maintenant au Québec et au Canada à tout le moins, mais c'est le cas encore dans de nombreux pays. Elles ont fait l'objet de purges de la fonction publique, elles ont fait l'objet de purges de l'armée. Et, et comme on peut le voir avec la présidence de Trump, en fait, c'est un cas exemplaire de suppression des droits acquis. Alors, le président Trump a supprimé des droits qui avaient été acquis dans le domaine de l'emploi, des écoles, des soins de santé, du logement social, de l'adoption et de la protection de l'enfance, de la justice pénale, de la vie publique, si on pense notamment à la question de l'usage des toilettes là, qui a fait la une sans arrêt. Si on pense aussi au droit de refuser des services incluant médicaux aux personnes LGBTQ+, sur la base de la conscience religieuse. Donc, cette suppression de droit est quand même une violence politique hallucinante. Et je veux aussi ajouter, je parle des crimes haineux, en fait, comme des crimes qui sont des formes courantes commises, ben, pas courantes en fait, mais quand même commises par des individus. Et il faut dire aussi que ces crimes mobilisent parfois des défenses du type panique homosexuelle, panique transgenre, en fait, et qui sont considérés par certaines cours comme des facteurs atténuants, puisque la personne qui a commis le meurtre aurait été est perçue ou se décrit elle-même comme ayant été trompée. Et donc, ce type de jurisprudence, en fait, constitue aussi des formes de violence politique importantes qui blâment, en fait, qui blâment les personnes concernées et pour leur propre mort, qui allège la peine des meurtriers et qui suggère en fait que les personnes LGBTQ+ sont des citoyens de seconde zone qui méritent la violence qui les prend pour possible. Et enfin, là aussi, en fait, la recherche ne le démontre pas avec certitude, mais intuitionne ça. Donc, il y a des formes de violence, en fait, qui sont celles mises en place par les réseaux criminels organisés, qu'on a beaucoup mieux documenté auprès des femmes. Peu de données, mais la vulnérabilité des jeunes LGBTQ+ à cette violence, en fait, le peu de soutien social qu'ils reçoivent et qu'elles reçoivent, l'instabilité économique qui peut les affecter. Donc, on considère que ça les rendrait plus vulnérables au trafic sexuel à plusieurs endroits dans le monde. Et de même, il existe des rapports qui montrent que certains sous-groupes LGBTQ+ sont plus sujets à la prostitution forcée, notamment les femmes trans et en particulier celles qui sont racisées, en situation de pauvreté ou en situation de désaffiliation. Alors, les violences rappellent à l'ordre les personnes LGBTQI+, les disciplines, les punissent de leur transgression. Que transgressent-elles?
Les normes voulant que l'hétérosexualité soit naturelle, normale, préférable, dénigrant ici l'homosexualité ou la bisexualité, en les qualifiant de contre-nature et d'anormal. Les normes aussi voulant que l'identité de genre doive correspondre au sexe assigné à la naissance et que cette correspondance soit naturelle, normale et préférable, dénigrant ici les personnes trans ou au genre non binaire. L'hétérosexisme et le cissexisme sont ces systèmes de pensée institutionnalisés qui soutiennent ce type de normes et justifient ces violences, qui sont souvent motivés par le désir de punir les individus dont l'apparence ou le comportement semble remettre en question cette hétéronormativité, cette cisnormativité. Alors, la religion a souvent été instrumentalisée pour diaboliser les personnes LGBTQI+, parce qu'elle contreviendrait à un ordre divin. La pathologisation, cette homophobie, cette transphobie clinique, soutenue par la psychanalyse, la psychologie et la psychiatrie, qui sont fondées sur une hiérarchisation des corps, des sexualités et des genres, ont aussi contribué à renforcer de telles hiérarchies entre les sexualités et les genres, parfois encore aujourd'hui pour certaines approches cliniques. L'image qu'on voit, en fait, c'est le panel qui avait fait des pressions à l'APA en 73, 72. En fait, il y en a eu plusieurs. Donc, pour panel, en fait, et pressions qui ont mené à la dépathologisation ou retrait, en fait, de l'homosexualité comme diagnostic psychiatrique. Et enfin, un troisième processus qui contribue également à soutenir cette transphobie, cette homophobie, c'est la criminalisation et l'inéquité dans l'accès dans les droits qui continue à persister, comme le montre le récent jugement, en fait, en 2021, en janvier. Alors, ces processus et les institutions qui les mettent en œuvre, la religion, la clinique, la loi, renforcent l'idée, en fait, d'une pureté morale et d'une supériorité naturelle de certaines identités ou modalités de genre, de certaines expressions de genre, de certaines orientations sexuelles. Alors, je ne veux pas nier qu'il y a eu des changements dans ces trois sphères, mais il faut rappeler que certains sont très récents, je l'ai dit, incluant celui de janvier dernier. Et il faut garder en tête qu'ils n'ont pas été donnés généreusement par l'État, ces changements. Ils ont été obtenus à l'arraché par le travail acharné de militantes et de militants exceptionnels. Et c'est des personnes qui ont donné leur temps, leur énergie, leur santé, parfois leur vie, pour qu'on puisse voir ces évolutions. Alors, ces idées, elles servent de prétexte à la séparation morale et juridique entre les personnes qui méritent des droits, qui méritent qu'on respecte leur intégrité psychologique, physique, sexuelle, et celles qui ne le méritent pas. Alors, elles envoient le message que les vies des personnes LGBTQ+, ne sont pas aussi valides que les autres. Alors, ces LGBT-phobies, elles façonnent les spécificités de l'expérience de la violence chez les personnes LGBTQ, évidemment. Alors, la gayphobie punit les hommes gays pour transgresser les codes de la masculinité et ne pas utiliser leur pouvoir viril sur les femmes. Ils sont punis pour leur association à la féminité. On peut y voir une forme de misogynie. La biphobie punit non seulement les relations entre personnes de même sexe, mais aussi ce qui est perçu comme la remise en question d'un fantasme d'exclusivité. La lesbophobie punit le refus des femmes de se soumettre à un ordre hétérosexuel et patriarcal, punit leur indépendance sexuelle à l'égard des hommes et punit leur rejet des codes d'une féminité construite pour les hommes et autour des hommes. Quant à la transphobie, elle punit la transgression d'un ordre présumé des sexes. Elle prend aussi la forme spécifique de la transmisogynie qui combine la misogynie à la transphobie pour poser les femmes trans comme une menace à l'hétérosexualité des hommes cisgenres, comme on l'a vu notamment dans les cas de panique de défense fondée sur la panique trans. Je vais devoir te donner 10 secondes. J'arrive à la toute fin. Alors, les systèmes hétérosexistes et cissexistes ne sont pas les seuls à agir. Ils sont aussi sexistes, mais ils interagissent avec l'âge, la pauvreté, la capacité physique, l'ethnicité. Alors, il y a 4 constats sur lesquels je veux terminer. Les personnes LGBTQ+, subissent la violence dans des proportions au moins similaires, mais souvent plus élevées que la population générale, quelles que soient les formes que l'on considère. Elles sont exposées aux mêmes formes de violence que la population générale, auxquelles s'ajoutent des formes qui les ciblent spécifiquement. Elles sont exposées à plus de facteurs de risque que la population générale, ainsi qu'aux mêmes facteurs de risque, mais avec une intensité souvent plus grande. Et elles ont généralement moins accès à des facteurs de protection comme le soutien de la famille, le soutien de la communauté et les protections juridiques. Et le fait que les systèmes de protection, supposés les protéger en tout cas, sont aussi la source de violence, le montre bien.